Bonjour. Attends, on n'a pas eu le temps de se saluer. On est en direct. Bien. On va essayer d'aborder 4 thématiques avec 3 intervenants, hein, si j'ai bien suivi les choses. Je voudrais vous présenter dans un premier temps M. Pascal Brissier. Monsieur Pascal Brissier, des pépinières d'altitude Puteaux. Monsieur Brissier a repris les pépinières Puteaux en 1999. Ce sont des pépinières qui ont une situation géographique particulière. Elles sont situées en haute altitude et il y a l'obligation d'adapter un certain nombre de productions. Monsieur Brissier représente aussi l'Horticulture et Pépinière de France, qui est un réseau qui compte 250, je crois, professionnels actuellement, et qui a développé un certain label de commercialisation et de production. Je lui laisse la parole. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, mon parcours à moi, il est. Enfin, j'avais pas prévu de démarrer tout de suite comme ça, mais dans les gens que vous avez fait passer avant nous, ça m'a donné matière à réflexion sur tout l'historique de l'entreprise, en fait, parce que la maison existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc 1947, elle a été créée à l'époque par M. Puteaux, avec une destination uniquement de production forestière. Donc aujourd'hui, où effectivement, moi je suis, en étant le repreneur aussi, membre du bureau HPF spécialisé dans la vente au détail, je me dis que la mutation sur toutes ces années, elle s'est faite un peu avant moi, bien sûr, mais elle est aussi rassurante dans le contexte qu'on vit au jour d'aujourd'hui, parce que l'avenir fait peur, bien sûr, les changements font peur, mais on les a vécus, enfin nous, l'entreprise les a vécus de l'intérieur, les temps sont durs, mais mes collègues vous le diront, pour l'instant ça va bien, moi je me plains pas, et pourvu que ça dure. Par contre, effectivement, dans les questions qu'on se pose, et une des solutions qu'on a trouvées pour, je dirais, essayer de continuer à exister dans le contexte actuel, ça a été de vouloir garder la main et le contrôle et la connaissance de nos clients. On est passé d'une situation où on vendait toute notre production aux gens d'ONF. On n'avait qu'à ouvrir les portes, ils venaient chez nous et tout allait bien. Et au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher le client pour le faire venir chez nous, parce qu'on est à 15 km enfin 15 km, on est à 30 km de Genève, effectivement, mais du premier centre urbain de 3000 habitants, c'est 15 bornes. Donc ils ne montent pas facilement en montagne chez nous pour acheter des végétaux. Et effectivement, une des solutions a été d'adhérer relativement rapidement au réseau HPF, dont je vais vous parler maintenant, et ceux qui voudront entendre parler un petit peu plus de mon parcours, je pense qu'on aura du temps cet après-midi. Donc HPF, c'est une association loi 1901 qui est née en novembre 2001. On peut dire que c'est une émanation du syndicat horticole, de la fédération, parce que certains estimaient ne pas se retrouver dans ce grand syndicat, ne pas avoir la problématique du producteur détaillant suffisamment abordée dans les problématiques générales. Aujourd'hui, on regroupe effectivement 250 professionnels. La priorité, la nécessité, la priorité de ce réseau, c'est d'abord de toucher effectivement, d'aborder tout ce qui touche à la commercialisation. C'est d'abord la mutualisation des outils qu'on peut mettre qu'on veut mettre à disposition des producteurs, des consommateurs par le biais des producteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les outils qu'on a créés au jour d'aujourd'hui, ils sont notre propre émanation. On ne paye pas des gens pour le faire. Ce qu'on raconte, c'est nous qui le disons, on les fait relire, que ce soit les documents papier, les documents internet. On met l'accent aussi sur la formation. Formation des gens qui font la commercialisation, que ce soit les chefs d'entreprise ou nos salariés. Ça, je crois que c'est les éléments clés du réseau. Bien sûr, derrière une charte pour nous permettre un petit peu de décider qui peut ou ne peut pas adhérer à ce réseau, à savoir donc être effectivement producteur des végétaux qu'on commercialise, dans la mesure où au moins 70% des végétaux qui sont vendus sur nos exploitations sont produits chez nous. On ne s'interdit pas de faire un petit peu de négoce, on s'interdit de faire...
on s'autorise à vendre les produits complémentaires, les terreaux, les tuteurs liés directement au végétal, les contenants éventuellement, mais on ne veut pas aller vers la table de jardin, on ne veut pas devenir des jardinières, même si aujourd'hui on développe des outils où on modifie les serres pour les horticulteurs ou même nos pépinières pour rendre plus attrayante notre production. Voilà. C'est le... Et vous nous parlez des clients en général. Si on essayait de dresser une typologie du client actuellement en horticulture, la demande, elle ressemble à quoi actuellement en horticulture? En pépinière, il y a trois types de clients. Vous avez effectivement la collectivité, vous avez effectivement le professionnel, et puis vous avez le particulier. Après, le particulier, voilà, il n'a pas changé. Enfin, il n'a pas changé. Il s'intéresse à la provenance de son produit, il s'intéresse aussi à l'histoire de l'entreprise, il s'intéresse, je crois, derrière le produit, enfin moi je dis à mes collègues depuis très longtemps, enfin aux horticulteurs, qu'il faut lier un service à un produit. Bon, c'est un peu plus vrai en pépinière parce qu'on a pratiquement tous beaucoup fait du paysage en même temps que la pépinière, donc le service on l'a plus ou moins naturellement mis en place, ça s'est fait un petit peu tout seul. Aujourd'hui, on a des gens qui ont envie de faire eux-mêmes les choses, qui ont envie de connaître l'histoire du produit, qui ont envie de s'intéresser à l'étape de production. On a des gens qui ont envie de savoir comment s'est passée cette production, mais qui n'ont pas envie ou qui ne sont pas capables de faire l'aménagement eux-mêmes. Et puis derrière, enfin, moi j'ai le sentiment qu'il faut relier de l'humain au végétal. Il faut vraiment que les gens qui bossent avec nous, on a aussi des salariés, si les gens ne sont pas bien dans la structure, ils ne rendront pas le végétal de la même façon. Il y a une histoire qui se raconte derrière tout ça. Vendre autrement, c'est donc relier de l'humain au végétal. Merci pour cette intervention, M. Brissier, qu'on retrouvera tout à l'heure. On enchaîne peut-être avec M. Ivrier, de la société Elixan. Alors, Elixan, c'est une société qui produit des huiles essentielles jusqu'à la fabrication et la commercialisation de compositions aromatiques et parfumées. Dans la Drôme, c'est une société qui se fournit chez les agriculteurs de la SICA Bio, si je ne m'abuse. Ça représente à peu près, j'ai regardé un petit peu, 400 hectares de culture, plus de 30 espèces cultivées. Je vais vous laisser développer un petit peu ce concept de plantes à parfum aromatiques et médicinales. Merci, donc André Ivrier, je suis responsable du site de Cray d'Elixans. Alors Elixans est arrivé dans la Drôme en 2010 à la suite du rachat du pôle matières premières de l'entreprise Sanoflore, qui est une entreprise drômoise. Donc nous travaillons effectivement dans le domaine des plantes aromatiques, médicinales et à parfum. Donc vous avez vu des photos qui circulent, là comme un champ de mélisse dans le Diois, du bleuet, de la camomille, des licryses, enfin pas mal de la menthe. Vous avez aussi des sels de distillation qui sont notre distillerie. Alors, Elixans travaille effectivement depuis longtemps. Sanoflore avait initié ce phénomène avant, mais Elixans l'a repris, avec un groupement d'agriculteurs, une SICA, la SICA Bioplante, qui rassemble actuellement 40 agriculteurs. Alors certains sont tout près d'ici, puisqu'on commence à Tain-l'Hermitage, à Lixan, Chaveuil, et on descend jusque dans les Alpes de Haute-Provence, à Manosque, dans le Gard, dans les Hautes-Alpes, et aussi on a des producteurs près d'Avignon. Donc nous cultivons 400 hectares à peu près de plantes aromatiques et médicinales, la totalité est cultivée en bio. Donc c'est pas quelque chose de très original dans ce domaine, puisque 12% à peu près de la production française est actuellement en culture biologique, et la Drôme a un rôle extrêmement important dans cette culture. Donc nos agriculteurs ont des contrats de 5 ans. Alors ce que je voulais développer, c'était la commercialisation. Donc nous produisons avec ces agriculteurs à peu près 25 à 30 tonnes de plantes sèches par an, des plantes qui servent à faire des tisanes par exemple, ou des extraits pour des laboratoires industriels ou cosmétiques. Nous produisons aussi des huiles essentielles, donc suivant les années de 5 à 6 tonnes d'huile essentielle, donc des lavandes lavandins, mais aussi beaucoup de variétés, de la camomille, du romarin, du thym, enfin des thym, des différentes variétés, de la sauge, enfin c'est extrêmement varié. Et nous commercialisons aussi ce qu'on appelle l'hydrolat, qui est l'eau de distillation des plantes.
qui a une utilisation de plus en plus importante en cosmétique. Donc ça représente acheter aux agriculteurs à peu près 60 à 80 tonnes de matière par an. Alors, donc une grosse partie est commercialisée. Alors, nous n'avons pas de marque propre. Nous travaillons uniquement en B2B, hein, donc business to business, avec des grosses sociétés cosmétiques dont vous connaissez les noms, vous les voyez en pharmacie ou dans les magasins de parfumerie. Mais ce dont je vais vous parler, c'est plutôt l'aspect biosolidaire. Donc, nous avons mis en place avec nos agriculteurs un partenariat, donc en adhérant à une association qui se trouve à la gare TGV d'Alixandre tout près, qui s'appelle Biopartenaire, qui avait 2 cahiers des charges. Un cahier des charges bioéquitable pour les transactions réalisées en commerce équitable avec les pays du Sud, et qui est de façon plus originale, avait mis en place aussi un cahier des charges équitable, mais avec les agriculteurs locaux. C'est ce qu'on appelle le biosolidaire. Donc ce cahier des charges prévoit un engagement de longue durée, un partenariat entre une société et des agriculteurs, et aussi avec ses clients. L'engagement minimum est de 3 ans, donc nous avions un engagement de 5 ans, donc ça a été assez facile de rentrer dans ce cahier des charges. Cet engagement prévoit donc d'acheter la totalité de la production des agriculteurs sur cette période-là. Alors, bon, ça paraît... c'est pas forcément une évidence, parce que vous avez aussi des surproductions. En bio, on en fait aussi régulièrement. Et c'est pas toujours facile d'avaler donc des tonnes de plantes ou des kilos d'huile essentielle, des centaines de kilos d'huile essentielle, alors que le marché n'est pas très bon. Il y a aussi un appui technique qui est exigé, qui est demandé, donc qui paraît aussi naturel, mais qui est de moins en moins fréquent dans cette filière. Donc les agriculteurs ne sont pas laissés à eux-mêmes, ils sont suivis pour les stades de distillation, pour le choix des variétés, pour les techniques de plantation, la fertilisation, les récoltes. Et nous avons aussi de façon régulière des discussions sur les prix, puisque les prix doivent être équitables, c'est-à-dire permettre à l'agriculteur de vivre correctement, sans être forcément donc à des niveaux qui les rendent incommercialisables. Donc nous avons défini pour 70% de nos productions des prix planchers, en dessous desquels on ne peut pas descendre, même si le marché se retourne. Donc toutes ces contraintes, on va en dire quelque sorte, sont ce cahier des charges n'est pas une auto-certification. Hein, nous sommes audités par EcoCert, qui vient régulièrement s'assurer que nous respectons bien ce cahier des charges. Donc voilà, ça c'est pour la partie production. Pour la partie commercialisation, nous avons mis en place des partenariats avec des clients. Alors nous en avons actuellement 4 qui sont rentrés dans cette démarche. Ils utilisent donc ce cahier des charges qui leur permet de mettre un petit logo. Alors bon, on ne l'a pas illustré ici, mais c'est un petit logo bleu avec 2 personnages qui tiennent par la main, où c'est marqué bioéquitable, biosolidaire, pardon. Bioéquitable étant réservé aux pays du Sud. Donc ce petit logo peut s'appliquer sur des produits finis qui peuvent être des cosmétiques, des tisanes, des huiles essentielles. Enfin, bon, donc tout ce qui peut être fait à partir des plantes aromatiques peut être labellisé, à condition d'avoir un pourcentage suffisant de ces matières présentes dans ces produits finis. Donc par exemple, nous avons je vais citer ces clients, hein, nous avons un partenariat assez fort avec une herboristerie de Buis-les-Baronnies qui s'appelle Le Dauphin, donc, où nous lui produisons une douzaine de références de plantes pures ou de tisanes en mélange. Vous les retrouvez par exemple dans les magasins de La Vie Claire, bon, il y en a un à Romans, on peut trouver ces produits. Pour les huiles essentielles, nous avons des partenariats avec 2 sociétés, une qui s'appelle Eona, qui produit des huiles essentielles de massage pour les sportifs, en liaison avec l'Institut du Sport, et une autre petite société qui est en développement, qui s'appelle qui a la marque BioOK, c'est la société Sensebio, qui commercialise des huiles essentielles et des eaux florales dans le réseau des magasins spécialisés. Et nous avions aussi comme partenaire historique Sanoflore, qui avait quelques eaux florales étiquetées biosolidaires.
Donc ce que je voulais dire, c'est que cette façon de travailler, qui n'était pas très étrangère à nos pratiques, a permis de donner de la lisibilité à notre activité. Nous avions choisi de labelliser la totalité de nos matières premières, qui représente un chiffre d'affaires à peu près suivant les années, entre 550 et 600 000 euros de matières achetées aux agriculteurs. Et on a actuellement environ un quart de ces matières premières qui sont commercialisées avec ces sociétés, qui soit revendiquent directement sur des produits finis ce label, soit donc dans leurs plaquettes, dans leur site internet, font allusion à ces démarches solidaires. Et même si c'est quelque chose on souhaite le développer, un quart pour moi c'est pas assez, j'aimerais passer à une plus forte proportion de nos matières commercialisées sous ce label. Mais on se rend compte que ça attire des entreprises qui ont tendance à se tourner vers nous dans la mesure où on a cette façon de travailler avec les agriculteurs. Cette façon de travailler, non seulement peut être appréciée d'un point de vue on va dire de solidarité, mais elle atteste aussi d'une origine locale, qui est aussi quelque chose qui est très demandé. On parlait tout à l'heure des difficultés de commercialisation des produits tirés des plantes aromatiques. Il y a un gros souci vis-à-vis de la législation qui devient de plus en plus compliquée. Et on a pas mal de clients qui sont heureux de savoir que nos cultures sont cultivées localement, qu'on peut aller voir les champs, qu'on connaît les variétés, qu'on connaît la fertilisation. Donc ce qui les rassure dans leur process et dans toutes les contraintes auxquelles ils ont à répondre d'un point de vue réglementaire. Donc voilà un peu notre expérience et je vous remercie de votre attention. Monsieur Brissier, qui va reprendre la parole, va nous développer le concept du label Marque Savoie. Le concept Marque Savoie, qui défend et valorise des produits répondant à certains critères d'origine, comme son nom l'indique, de Savoie, et qui s'est ouvert, ce label agroalimentaire, qui s'est ouvert aux plantes en général, avec un cahier des charges particulier que nous présente Monsieur Brissier. Voilà, je ne vais pas vous détailler le cahier des charges. Non, effectivement, la marque Savoie, c'est une association qui est née en 1974, je reprends les chiffres qu'ils m'ont donnés. C'était d'abord une marque collective au départ, plutôt axée sur les produits alimentaires, parce que de mémoire, ça a commencé avec peut-être même les fruits et légumes avant les fromages, puis sont devenus certificateurs. Et puis en 1982, ils sont devenus un organisme de communication collective, étant financé en grande partie par l'association des deux conseils généraux des Savoie et de Savoie, avec les contraintes budgétaires qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. Il y a eu nécessité d'ouvrir, ils ont eu nécessité de s'ouvrir vers d'autres partenaires, et entre autres, ils se sont rapprochés de certaines fédérations ou maintenant même entreprises privées, parce que peuvent adhérer depuis 98 des entreprises privées. Les derniers en date sont les restaurants. Donc dans le cas de l'horticulture, je vois j'ai un autre collègue producteur avec moi qui fait des aromatiques. C'est notre fédération qui a été abordée c'est notre fédération qui a abordé la marque Savoie. C'est la fédération qui a travaillé sur le cahier, c'est nous, par le biais de la fédération, qui avons travaillé sur le cahier des charges, et effectivement, c'est notre fédération qui est représentée au sein de cette marque Savoie, et qui va agréer si les entreprises peuvent ou pas prétendre adhérer à la marque Savoie, et réguler, travailler sur ce fameux cahier des charges. Il faut savoir qu'on a un cahier des charges en pépinière, en horticulture, en maraîchage, on a peut-être fait en vivace aussi, je crois, de mémoire. Voilà. C'est une démarche collective. Et en ce qui me concerne personnellement, pour que les choses soient bien claires, je suis à la fois HPF et marque Savoie. HPF, c'est vraiment la destination du grand public. Pour moi, la marque Savoie, c'est plutôt un moyen de mettre en œuvre des
c'est plus à destination des collectivités, des marchés de collectivités. Tous nos élus nous tannent aujourd'hui en nous disant qu'il faut consommer local, il faut reconnaître la provenance des végétaux. À nous de travailler maintenant par le biais de la fédération pour que sur les cahiers des charges, les appels d'offres de collectivités, on voit enfin apparaître ce label Marc Savoie, et pour ça il faut qu'on soit plus nombreux. Voilà. Oui, je crois que ce qui ressort de ces interventions-là, avant de laisser la parole à Mme Villageot, c'est peut-être cette notion de réseau. J'ai l'impression, et je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau de la salle, au niveau du public, c'est que ça nécessite de travailler en réseau. On ne travaille pas tout seul, on va chercher les gens, on s'organise, on impulse des dynamiques et on essaye d'animer tout ça. J'ai l'impression que c'est quand même un peu ça, à la fois une animation territoriale, mais aussi une animation professionnelle qui est à mettre en place. Alors ça ne marche pas de partout, il y a sûrement des choses qui voient le jour. Je pense au label Savoie et pourquoi pas un label Dauphiné sur des plantes ou voire du maraîchage. Je ne sais pas si le label n'est pas la solution à tous les problèmes. Je crois qu'il faut que les producteurs aient une ligne de conduite définie, claire. Les mutations sont perturbantes, ça c'est évident. Ce que vous disiez tout à l'heure sur les réseaux, je crois que c'est encore plus vrai au sein de l'HPF. Je crois qu'on s'enrichit autant, enfin dans ce qui me concerne en tout cas, autant des échanges qu'on peut avoir lors de notre réunion annuelle qui est notre assemblée générale. C'est ça la richesse de notre entreprise aujourd'hui, parce que les idées elles viennent pas, elles viennent de tout le monde, du petit producteur. C'est pas une question de taille, c'est une question de bon sens, de culture. Culture humaine. Et ça s'applique aussi à des grands groupes comme en plantes aromatiques et médicinales qui travaillent en réseau et qui ont besoin de l'appui des agriculteurs locaux pour mettre en place leur stratégie, y compris leur stratégie de commercialisation. Tout à fait. Bon, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui travaillent en plantes aromatiques qui cultivent elles-mêmes. Hein. Bon, il y a des exemples en plantes fraîches, donc pour de la ciboulette ou du persil, des choses comme ça, d'Arega, des sociétés comme ça. Mais la plupart des autres sociétés travaillent avec des agriculteurs qui ont une partie de leur activité qui cultivent alors ça va de 2000 m² à 50 hectares de plantes aromatiques avec une très grande diversité. Donc on arrive donc à rassembler des productions relativement importantes avec des gens qui ne sont pas forcément des professionnels au départ, en les encadrant, en leur donnant des informations techniques et un cadre sécurisant de commercialisation, on arrive à avoir des productions extrêmement importantes et dans certains cas même excédentaires. Et ce modèle de transformation de produits sur les plantes aromatiques pourrait aussi s'appliquer à d'autres productions comme le maraîchage, avec la possibilité, à travers les plants, pour développer les débouchés, la transformation aussi de produits en maraîchage, en soupe ou en d'autres types de produits. Alors justement, on va laisser la parole à Mme Villageot qui représente Agri Local 26, qui est un concept qui a été créé par le département de l'Indre, le Conseil général de l'Indre, qui consiste à mettre en relation des producteurs locaux et des acheteurs publics dans le cadre de fourniture aux collectivités de produits issus de l'agriculture. Il y a un partenariat aussi avec la Chambre d'agriculture, je crois, et je vais vous laisser développer tout ça. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis chargée de mission au Conseil général de la Drôme, qui, comme vous l'avez dit, a créé l'outil AgriLocal en 2011. Donc, c'est un outil Internet qui permet la mise en relation des acheteurs publics de la restauration collective avec des producteurs locaux, des producteurs drômois. Donc, l'idée de départ, elle était simple, c'était de répondre à deux objectifs. Le premier objectif, c'était de ramener de la valeur ajoutée dans les exploitations agricoles en limitant les circuits de commercialisation, donc vendre en direct. On sait que le marché de la restauration collective, notamment publique, c'est un marché assez énorme. Dans la Drôme, c'est plusieurs milliers de repas par jour et des millions de repas à l'année, donc ça peut être intéressant pour les exploitations agricoles. Et le deuxième objectif, donc là c'était plus un objectif vraiment porté par le département qui a la gestion des collèges, c'était d'amener dans la restauration collective des collèges des produits de qualité, des produits locaux et des produits bio.
avec une contrainte qui est bien spécifique aux acheteurs publics, c'est de respecter le code des marchés. Le code des marchés, c'est mise en concurrence, c'est transparence des achats, c'est publicité adaptée. Et souvent, on s'est rendu compte que les producteurs locaux n'avaient pas accès à ces marchés parce que c'était assez complexe en termes de procédure. Donc l'idée de cet outil, c'est pas simplement un annuaire en ligne, c'est vraiment de pouvoir passer des marchés publics via Internet et de les ouvrir en facilitant les démarches aux producteurs locaux. Donc en effet, pour ce faire, le département a mis en place un partenariat avec la Chambre d'agriculture qui accompagne les producteurs, donc notamment les maraîchers, pour utiliser l'outil. C'est un outil qui est 100% gratuit pour les utilisateurs finaux et qui est assez simple. Donc en quelques mots, un acheteur se connecte sur le site, il exprime ses besoins, donc j'ai besoin de tant de kilos de carottes, de tant d'unités de salade pour tel jour, et l'outil envoie directement des messages, donc par mail, par SMS ou par fax, aux producteurs du secteur susceptibles de pouvoir répondre à cette offre. Et les producteurs qui ont été contactés peuvent ou non faire leur offre via Internet. Donc en quelques clics, le producteur peut répondre à un marché public et ensuite est averti ou non s'il a été retenu par l'acheteur. Donc aujourd'hui, sur le département, on a à peu près 40 acheteurs publics qui ont été formés à l'utilisation de cet outil. Donc ça commence à faire des débouchés intéressants pour les producteurs. Je tiens à citer le lycée Terre d'Horizon qui utilise également l'outil AgriLocal. Et donc en termes de producteurs, aujourd'hui c'est une centaine de producteurs qui sont actifs sur l'outil AgriLocal. Donc c'est pas simplement des maraîchers, hein. On a également des produits laitiers, des fruits qui sont commandés via l'outil AgriLocal. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire. Alors j'ai pu comprendre aussi que ce concept AgriLocal, par l'intermédiaire du Conseil général de la Drôme et du Puy-de-Dôme, avait créé un réseau qui représente actuellement 23 départements en France pour développer ce même concept. Voilà, tout à fait. Donc en fait, c'est vraiment le département de la Drôme qui a lancé cet outil, mais dès 2012, le département du Puy-de-Dôme s'est montré intéressé, a souhaité développer AgriLocal sur son département, et petit à petit, d'autres départements ont souhaité rejoindre la démarche. Donc une association nationale, agrilocal.fr, s'est créée en 2013 pour permettre la mutualisation de cet outil, qui aujourd'hui n'appartient plus au département de la Drôme, mais à l'association nationale. Et tous les départements qui le souhaitent peuvent rejoindre le réseau pour déployer cet outil sur leur département. Donc aujourd'hui, en effet, c'est 23 départements qui adhèrent. Donc avec des stades différents sur le déploiement d'outils. Nous, ça fait plus de 3 ans qu'on est dans la démarche et certains se lancent à peine. Et puis dans l'association, on trouve également les chambres d'agriculture qui sont des partenaires privilégiés dans le déploiement d'outils. Et puis les régions aussi, petit à petit, rejoignent le réseau, puisque les lycées aussi peuvent profiter de cet outil. Et on a petit à petit des nouveaux acheteurs dans les départements. Donc ça peut être des hôpitaux, ça peut être des communes. C'est plus seulement aujourd'hui les collèges qui utilisent l'outil AgriLocal pour passer leurs commandes de fruits, de légumes, de produits laitiers. Moi j'aurais 2 questions par rapport à tout ça. C'est comment on fait connaître? C'est-à-dire que comment, quand on est utilisateur dans le collège lambda, on sait que les produits sont locaux? Est-ce que derrière il y a une démarche de communication qui est faite? Parce que c'est aussi ça, hein, vendre localement, c'est aussi pouvoir communiquer auprès des usagers. Alors je pose la question aussi aux trois intervenants qui sont ici, c'est-à-dire que dans cette démarche de vendre autrement, avec une certaine volonté d'affirmer le local, comment on le met en œuvre en termes de communication auprès des clients dans certains cas et des usagers dans d'autres? Alors par exemple, dans nos collèges, déjà dans les menus sont mis en avant les produits qui sont locaux, les produits qui sont bio. Et ensuite, dans la plupart des établissements, sur la ligne de self, quand les convives prennent leur plat, leur dessert, ça peut être matérialisé par des petites étiquettes. On a par exemple la photo du producteur qui a fait les yaourts ou indiqué que tel légume provient de telle exploitation. Donc on essaie aussi de transmettre aux convives, donc qui sont en plus un public jeune, que le produit est bien local, et essayer de valoriser la démarche et le fait d'être passé par l'outil donc directement sur la ligne de self.
Et peut-être aussi, en cas d'entreprise privée, je dirais, dans une autre démarche, comment on fait connaître tout ça? Alors, nous avons une stratégie qui est d'inviter nos clients sur le terrain. Au mois de juin-juillet, lorsque les plantes aromatiques sont en fleurs, bon, c'est déjà un spectacle en lui-même, mais en plus avec les paysages de la Drôme ou des départements limitrophes qui sont toujours très intéressants, c'est une expérience que nos clients ont. Ils sont vraiment très heureux de voir, de pouvoir discuter avec les agriculteurs en toute transparence. Et ça, c'est quelque chose qui très souvent se traduit par des commandes et des partenariats. On leur ouvre aussi très souvent la possibilité de faire des photos qui leur servent ensuite à faire des communications sur leur plaquette ou leur site internet. Donc c'est vraiment un atout extrêmement important pour attirer des clients. Je crois qu'en ce qui concerne le réseau HPF, c'est la mise en réseau de tout ça, c'est-à-dire que le client particulier qui connaît le pépiniériste ou l'horticulteur du coin, mais qui va chercher un produit un petit peu spécifique, c'est la mutualisation de nos connaissances et de notre réseau qui fait qu'on va permettre à un client de trouver le produit qu'il ne va pas trouver sur notre structure, mais on va chez notre voisin, on n'est plus des concurrents, on doit travailler ensemble, on doit unifier la filière aujourd'hui. Je pense que le monde aujourd'hui est un monde qu'il faudra nourrir. Je pense qu'on ne peut pas oublier que nous sommes là pour nourrir la planète, que la démarche elle sera forcément vers de local, vers la fraîcheur. Je pense que le challenge est pour moi très important en matière de stratégie de proximité. Et je vois que ces réseaux apprendre à travailler ensemble, à commercialiser ensemble, s'approprier le local et le régional. Je pense que la région Rhône-Alpes est un bassin de consommation et aujourd'hui on ne satisfait pas. L'exemple même, c'est que pourquoi on s'est lancé dans de la Papouasie, eh bien un poisson sur deux est importé en France, hein, il faut savoir. Et si on regarde tout ce qui est importation, je crois qu'il y a, avec l'outil FAIR, on est un outil récent. La FAIR, ça a 50 ans en matière de technologie. C'est pas vieux comme système. Et quand on voit le développement mondial des abris, on peut se dire que demain, une grosse partie de la nourriture sera faite sous abri. Hein, on a la chance au RATO de participer à un programme européen. Et quand on voit les chiffres en matière d'expansion, on se dit, bon, hier on est parti, demain j'espère qu'on va revenir à une autonomie régionale, ne pas laisser aux autres le soin de nous gouverner, et soyons nous-mêmes notre propre gouverneur. Et je crois qu'il faut qu'on relance aussi tout ce qui concerne les gammes, la multiplication, le jeune plan, et que tous ces thèmes qui sont peut-être moins exotiques permettent de reprendre la main un peu sur pas mal de marchés, surtout qu'il y a une démarche politique aujourd'hui et une demande des villes qui est assez colossale, et j'ai peur quand même pour le fleurissement, je vous l'avoue, dans la mesure où ce n'est plus dans la tête de nos jeunes ingénieurs des villes et qu'il va falloir accompagner cette vision un peu en matière de demande végétale. Mais je suis persuadé que l'outil FAIR ainsi que les cultures spécialisées ont encore un bel avenir. Enfin, une des difficultés qu'on rencontre dans le réseau HPF, c'est que le métier est en mutation, ça c'est évident. Les producteurs doivent devenir des vendeurs. Ça, on n'est pas prêt, on n'est pas mûr, on n'a pas tous la même. On réagit pas tous de la même manière, mais si on veut garder de la marge sur notre production, ça reste un métier très intéressant. Aujourd'hui, c'est la marge qu'on peut faire sur le produit. Hein. Il faut connaître son client. Quand on lui vend directement le produit, on lui en parle mieux. Je le disais tout à l'heure, l'homme et le produit. Par contre, le métier de producteur, il évolue vers plus de commercialisation et maîtriser la commercialisation. Bonjour à tous. Bon, je me présente juste comme producteur. Je ne suis pas versé dans l'horticulture, mais je suis producteur. Je suis paysan.
simplement en produisant des fruits et également de la vigne. Mais je voulais essayer aussi un petit peu de rebondir sur ce que vous avez dit, parce que demain, effectivement, on n'aura peut-être plus besoin de fleurissement, on passera sur d'autres innovations. Ça veut dire que vous faites un pari osé sur ce que sera demain et où la société sera toujours joviale, n'aura pas besoin effectivement de ce petit brin qu'amène ne serait-ce qu'un bouquet de fleurs. Je pense qu'il y a quand même des liens sur lesquels on ne pourra pas systématiquement passer comme ça d'un seul revers de main. Je crois que tout ce qui va relever de l'innovation demain, il appartient néanmoins au niveau du stade de la production de pouvoir rester maître de ce que sera l'innovation demain. Parce que vous avez parlé d'un concept qui est effectivement la notion on va dire, le mot de souveraineté alimentaire est peut-être trop fort, mais effectivement que chaque pays ait la capacité à minima de produire ce qu'il a besoin de produire sur le pays. Et je crois qu'à travers cela, le fil conducteur reste qu'on doit rester attaché à ce qui est notre base au niveau de la production, c'est-à-dire la terre nourricière. Alors il doit y avoir de l'innovation, on ne peut pas s'inscrire en faux contre le progrès. Ce progrès-là, encore faut-il qu'il soit à la dimension de ce qu'on veut en faire, et qu'on n'occupe pas la problématique que le sol, c'est lui qui commande. En fait, c'est d'abord la nature, et avec la nature, on compose, mais on ne compose pas contre la nature. Donc, le projet d'innovation, il est permanent. Les producteurs doivent effectivement s'inscrire dans ce mouvement, dans cette logique qui fait que la société évolue, évidemment, mais elle ne doit pas évoluer, à mon sens, à contresens de ce que finalement l'être humain en attend quelque part. Donc les témoignages qui ont eu lieu ce matin, moi, me rassurent parce que ça donne encore dans notre capacité à produire et à satisfaire aux besoins de la société une dimension encore que je qualifierais d'humaine. Et que face effectivement à la massification de la production auquel aujourd'hui on doit, nous, au niveau de la production, faire face, je pense qu'il y a eu et aujourd'hui des éléments concrets de ce qui peut être fait encore à la taille humaine. Oui, bonjour à tous, moi je m'appelle Josué Chevalier, je suis horticulteur à Romans-sur-Isère, sur la commune qui est à côté d'ici. Et effectivement, tout ce qui s'est dit ce matin, je me retrouve beaucoup dans les témoignages qui ont été présentés tout au long de la matinée. Je me suis installé moi en 2008. Et à l'époque, c'est vrai que c'était un projet qui était assez innovant. C'était une production de plantes vivaces, de plantes de pépinière, produites de façon horticole. En fait. Voilà. Donc je suis passé par la pépinière d'entreprise, on a parlé de M. Dallon tout à l'heure. J'ai effectué un stage également au râteau. Voilà. Ma belle-sœur Céline, et je suis également installé sur la zone horticole des Clèpes, dont Pierre Dallon a parlé tout à l'heure. Et Céline, ma belle-sœur, s'est installée également sur la zone horticole. Ça, c'est le plus récent, c'était en 2011. Voilà, sur un projet de jeunes plants, de plantes aromatiques. Quelle est votre vision sur l'avenir de votre entreprise? Aujourd'hui, on est encore en phase de développement. Je pense que nous avons encore fait le tour complètement de notre activité. On est encore en cours de développement. Notre chiffre d'affaires progresse chaque année. Et maintenant, on va dire encore tout explorer de ce côté-là de notre activité. Voilà. Pour nous, l'innovation, c'est une vision à moyen et long terme. Ce qui a été dit, M. Desmortiers, vous avez, vous, votre vision de chef d'entreprise, grand groupe régional. Bon, ce qui a été dit, c'est la vérité. Aller plus près du client. Le client, il y a une partie des gens qui veulent savoir d'où le produit vient, donc ça c'est une nouveauté, quoi. Il faut, surtout pour les petites entreprises qui vont au détail, il faut s'inspirer de ça. Voilà.
perspective de marché, est-ce que vous allez reconstruire, grandir, prospérer? Non. Donc pour l'instant, c'est stand-by, stabilité, etc. Donc ça voudrait dire que les gammes actuelles sont un peu saturées ou globalement, il vous semble que le marché est en train de se tasser comme on a vu dans les chiffres? Et vous êtes touché un peu par des chiffres en disant une baisse du marché dans le domaine horticole. Donc baisse de marché dans le domaine horticole. D'autres expériences, Monsieur Brie, peut-être vous l'avez réagir, je crois. Sur ce qui a été dit ce matin, d'abord j'ai été très surpris des premiers chiffres qui ont été donnés, qui montraient un peu le déclin de la production horticole française et même le retrait du chiffre d'affaires. Moi j'ai une formation horticole au départ, mais je me suis un petit peu éloigné de l'horticulture au sens propre. Je travaille depuis 20 ans à la plante aromatique, donc j'ai une vision un petit peu extérieure. Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une demande extrêmement importante de la part des particuliers pour tout ce qui est plantes ornementales. Quand on voit la fréquentation des jardineries, la diversité de l'offre qu'il peut y avoir, ça m'a un petit peu choqué de voir la réalité de ces chiffres. Alors, il me semble aussi qu'il y a des tendances contradictoires. On voit d'un côté un besoin de nature, d'environnement qui se traduit par, alors, on l'a connu dans la culture biologique, on est en plein dedans, mais on a aussi des demandes de végétaux plus naturels qui ressemblent, je parlais du fleurissement des villes, qui a tendance à ressembler à un fleurissement de la nature. Donc ça, c'est une première tendance qui, à mon avis, doit être comblée. Il faut que les horticulteurs essayent peut-être de parler plus d'environnement et de montrer que leurs pratiques sont plus respectueuses de l'environnement. Bon, ça me fait penser donc à ce qui est fait au niveau de l'aquaponie, qui permet de réduire les déchets phosphatés et nitratés de l'horticulture. Des choses pour lesquelles il faudrait communiquer un peu plus. Moi, j'ai découvert ça récemment. Il y a aussi d'autres tendances. On voit qu'il y a un besoin, quand on regarde au rayon de livres de la FNAC ou de Cultura ou d'autres enseignes de librairie, le nombre de bouquins qu'il y a sur le jardinage, il y avait une mode sur le jardinage en carré, donc des nouvelles techniques un petit peu innovantes qui essayent de se vulgariser en ce moment. Je pense aussi aux toitures végétalisées. Donc il y a plein de tendances qui émergent en ce moment. Donc je pense qu'il faut être présent au niveau des entreprises horticoles pour répondre à ces nouveaux besoins. Et puis il y a une autre tendance qui est l'artificialisation. J'ai eu connaissance récemment de ce projet de créer une usine à salade dans Lyon, un peu inspiré, je pense, des choses qui se font à Singapour, où là, il s'agissait de mettre dans un building donc des salades cultivées sur motte et qui seraient produites dans des conditions très artificielles, mais en ayant quand même une sorte de respect de l'environnement, dans la mesure où on propose aux gens d'avoir de la nourriture à proximité de chez eux, donc une baisse du bilan carbone pour les transports. Donc vous voyez, il y a tout un tas de tendances qui me semblent dans certains cas très contradictoires, mais qui seraient intéressantes d'étudier et de voir si l'enseignement actuel répond un peu à toutes ces demandes. Donc c'est pas pour reprendre ce qu'a dit André, je vais partir sur autre chose, mais je voulais pas finir la matinée sans parler de ça. On en a un petit peu parlé, on en a parlé avec la deuxième table ronde, mais ce que je voulais insister, parce que je pense que c'est fondamental, en horticulture, et demain, il va falloir de plus en plus apprendre à travailler ensemble. Et ça, notre histoire au niveau horticole, elle n'est pas aussi, si on compare avec l'agriculture générale, on n'a pas cette histoire du travail ensemble en permanence. Et je voulais insister sur ce côté-là, parce qu'on est en train de travailler avec pas mal de groupes au niveau de réflexion, au niveau du maraîchage, au niveau de la vente directe, et également on est en train de réfléchir au niveau de l'horticulture aujourd'hui, c'est comment apprendre à travailler ensemble. Et je pense que demain, si on n'apprend pas à travailler ensemble, et si on ne travaille pas ensemble, on ne s'en sortira pas.
Et donc là, et ça aussi c'est une valeur qu'il va falloir faire partager aux élèves, parce que voilà, le travail ensemble, c'est une base du développement. On n'est pas des concurrents, on est des partenaires, on est des collègues en horticulture. Et alors c'est vrai que de temps en temps, il y a des distorsions, il y a des concurrences qui peuvent se faire en horticulture, mais il faut aller au-delà de ça, et il faut apprendre à monter des projets communs. Il faut apprendre à monter des groupes de réflexion un petit peu communes autour de projets très ciblés. Et là, je pense qu'il y a un vrai potentiel pour demain. Et ça, je pense qu'au niveau du lycée, on y travaille déjà. On va y travailler encore. Il y a de nouvelles façons de faire et de travailler ensemble. Il y a plein d'expérimentations à mener. Et je crois que c'est un avenir pour notre horticulture au sens général, au sens large. Moi, je trouve qu'il y a un point qui est essentiel et qui est un peu parallèle à la journée d'aujourd'hui, c'est la transmission des entreprises. Là, on a un sérieux problème, et dans les chiffres qui ont été annoncés justement ce matin, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui disparaissent parce qu'elles sont grosses. Elles ne sont pas très attractives, elles ne peuvent pas être prises. Parce qu'il y a des problèmes de valeur foncière, et un outil qui est très très cher ou qui est très vétuste, et qui ne sera sûrement pas adapté à l'outil d'avenir. Donc, en parallèle de ça, les jeunes qui s'installent, ils cherchent, ils ont des petits projets. Ils n'ont pas, c'est une petite entreprise sur une petite surface, ils veulent maîtriser un peu tout. Le projet est complexe, hein, on parle de commerce, on parle de production. Et l'essentiel de la cylindrée de l'entreprise régionale, c'est quand même des entreprises de taille moyenne, voire grande, avec des problèmes d'une grande complexité. Et tous les gens qui sont à la tête de ces entreprises-là, c'est des quinquas et plus, quoi. Donc on va avoir dans les années à venir, le problème de l'horticulture de demain, ça sera la transmission de l'outil d'aujourd'hui. Voilà. Donc le syndicalisme, enfin les syndicats départementaux d'horticulteurs, à mon avis, doivent se poser quelques questions là-dessus. Comment faciliter la transmission à l'entreprise des entreprises d'aujourd'hui? Je m'appelle Eva, je suis en BTS production horticole à la FFR d'Aveyron. Et en fait, moi, je voulais compléter, depuis ce matin, on parle beaucoup d'innovation et tout ça. Et pour moi, je trouve que c'est très important, c'est l'avenir, et l'innovation, c'est l'avenir. Il ne faut pas oublier aussi que les consommateurs, ils restent beaucoup sur le traditionnel, sur des produits traditionnels, des techniques traditionnelles, et je pense que c'est important aussi de garder tout ça, quoi, et tout en produisant autrement, c'est mieux, quoi, c'est sûr. Mais voilà, varier entre le traditionnel et les innovations, je pense que c'est bien aussi pour le consommateur. Voilà. Merci. Est-ce que l'innovation, c'est forcément les nouveaux produits, en fait, hein? C'est un peu la question qu'on se pose. Le problème, c'est qu'on paye toujours les pots cassés lorsqu'on est trop futuriste, et j'aimerais quand même son témoignage pour dire est-ce qu'il a un ressentiment d'avoir voulu se spécialiser, innover. Est-ce qu'on peut avoir ton avis? Bonjour, je m'appelle Damien Villiers, pépiniériste dans l'Isère. Pour la petite histoire, j'ai commencé en 2000 avec une pépinière de jeunes plants. Pépinière de jeunes plants jeunes plants godets et conteneurs de litres. Donc ça reste toujours ma gamme principale. Je considère que pour réussir, il faut toujours se remettre en question. Donc ça, c'est très important. Donc je teste toujours de nouveaux marchés. Là, il y a 4 ans, j'ai voulu tester la toiture végétalisée à la demande de clients. Donc j'ai commencé par de la micromotte, ensuite j'ai maintenant des serres de fragmentation, je fais aussi un peu de caisse et je me suis cassé le nez sur du tapis. Parce que culturellement, je suis dans une zone inondable, le tapis étant à 1 cm de hauteur, c'était réglé, ma culture a été détruite. Ces marchés innovants sont intéressants parce qu'ils permettent malgré tout de développer le chiffre. Après, on peut se casser le nez parce que c'est des marchés qui sont déjà un peu verrouillés pour la toiture végétalisée, hélas. Des grosses structures détiennent le marché, tout simplement parce que ça appartient au milieu du bâtiment. Ce sont les étancheurs qui ont ces marchés-là et non pas le marché du paysage. Donc, les structures multinationales ont le marché et produisent massivement ces plantes pour les toitures.
nous laissant pour nous, petits producteurs, les structures particulières, les maisons particulières ou les petites constructions. Voilà. Bonjour, je m'appelle Roger Matvel, je viens de la Loire, à côté de Saint-Étienne, du parc naturel régional du Pilat. Alors, nous, le Pilat, la surface du Pilat est recouverte par 70% de forêt. Et la nature a heureusement plusieurs mamelles, entre l'agriculture, l'horticulture, et là aussi la sylviculture. Alors, en sylviculture, moi, ce que je fais, je récupère des branches de résineux pour récupérer les huiles essentielles. Et je travaille un petit peu avec les licences. Et ça a un double intérêt, le fait un triple intérêt même, de s'occuper de la forêt, parce que, premièrement, on récupère les huiles essentielles, le fait d'élaguer un arbre permet d'avoir des bois de valeur, du bois d'œuvre, et puis ça permet aussi la qualité de la vie. Les gens, une fois que la forêt est entretenue, les gens peuvent se promener dans la nature, alors que c'est laissé un petit peu en retrait, et il y a très peu de gens qui ont la joie de pouvoir profiter de la nature. Alors, si les huiles essentielles des résineux ont eu un fort impact à un moment donné, mais maintenant il semble que ça a tendance à faire marche arrière. Alors, peut-être, est-ce qu'il y aurait possibilité de travailler sur ce sujet-là? On a parlé des cultures de plantes aromatiques qui sont distillées, mais il y a une grosse partie aussi des huiles essentielles qui sont produites tout simplement par cueillette ou par produits issus de la sylviculture. Ça peut être des branches de Douglas, hein, dans votre cas, des branches de sapin, des branches de pin aussi. Alors, c'est vrai que la forêt pourrait produire des quantités phénoménales d'huile essentielle, beaucoup plus que ce qu'on peut utiliser. Après, nous, on a quand même aussi des limites à l'utilisation de ces huiles essentielles. Hein. Il faut quand même trouver des débouchés. Peut-être qu'il faudrait s'intéresser aux composés présents dans ces huiles essentielles qui pourraient être des premières étapes vers de la chimie verte. Donc il y a des choses comme ça qui sont en cours de réflexion. Et il faudrait voir si certaines espèces de pin ou de sapin pourraient donner des précurseurs intéressants pour la chimie ou la pharmacie. Et ce que j'entends dans les propos de monsieur aussi, c'est le rôle multifonctionnel, la multifonctionnalité de l'agriculture. On a bien connu dans l'agriculture en général, qu'on connaît moins dans l'horticulture, mais c'est peut-être aussi une perspective de l'horticulture de demain qui doit se rendre plus multifonctionnelle en termes d'animation aussi du territoire. Monsieur, vous vouliez intervenir? Oui, pour amener un témoignage par rapport au territoire et un peu relater ce que nous faisons sur l'exploitation et aujourd'hui où on en arrive. Donc, nous, l'origine, ça a été déjà dans le département de la Savoie, donc communautage viticulteur en GAEX sur le département de la Savoie, à côté d'une ville qui aujourd'hui est fortement urbanisée, Aix-les-Bains. Donc, le développement de notre exploitation s'est quand même fait avec l'histoire, avec le réseau et les collègues collectivement sur le département d'une fédération qui a toujours été un peu solidaire dans la démarche vente directe. Et après, ça s'est très bien rejoint avec le réseau HPF, puisque le réseau HPF, Pascal a expliqué, a un slogan qui est très fort, donc penser global, acheter local. Donc pour nous, l'exploitation ne pouvait qu'aller dans ce sens, puisqu'on est passé de 70, 80, maintenant à 90% en vente directe, puisque le marché des collectivités devient compliqué. Donc nous, on a voulu que l'exploitation soit plus assise dans le territoire. Alors, on a pris différentes directions. Direction Marc Savoie avec notre production de culture aromatique. En fait, c'est une notoriété de s'asseoir sur le territoire, d'avoir une identité forte de producteur. Donc c'est une petite partie de notre production. Ça a permis un projet d'entreprise sur l'exploitation de motiver une personne dans ses cultures. Donc, la répercussion, c'est quand même, elle ne se fait pas directement sur le tiroir caisse.
Mais bon, on s'est inséré. Après, on est un magasin de producteurs. Il y avait un projet dans notre secteur fortement urbain, donc de vendre directement avec d'autres producteurs. Donc on est 15 producteurs tout horizons différents. Et on a mis le végétal dans le magasin de producteurs. Donc ça a été une façon aussi de mettre notre exploitation sur le territoire. Après, on essaye d'avoir des initiatives. Il y a un ESAT, on leur fait faire du SMIC salade et tout. Donc voilà, on a une forte politique donc d'être présent. Alors pour l'instant, le retour, on fait des marchés de vente directe aussi, bon, comme tout le monde en saison. Donc on explose un peu sur la saisonnalité, c'est notre gros souci. Mais par contre, on sent quand même qu'aujourd'hui, on existe dans le territoire, aussi bien par rapport à nos collègues et le grand public. Donc il y a vraiment cette notion aujourd'hui à avoir, parce que le territoire, aujourd'hui, sont en train de se dessiner, les chambres d'agriculture et autres, il faut qu'on soit présent. Donc on ne peut plus être présent tout seul, mais il faut qu'on soit présent avec le monde agricole en général, enfin localement. Donc aujourd'hui, on ne palpe pas vraiment sur le tiroir caisse toutes ces initiatives, mais bon, on sent quand même qu'on existe aujourd'hui et quand la saisonnalité est là, on a le producteur est quand même le professionnel et un réseau assez fort. Voilà. Je voulais reprendre et compléter. Il y a une chose que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure en parlant du réseau HPF, on a qui peut parler des formations qu'on avait mis en place au sein du réseau. La dernière formation qui s'est mise en place, c'est celle qui intègre à la fois l'ancrage dans le territoire, ça on n'en parle plus, mais la notion qui apparaît, enfin qu'on voit apparaître de plus en plus fréquemment, et la demande qu'on a au sein des producteurs, concernant aussi la transmission d'entreprise, c'est d'intégrer, je dirais, dans le business plan des structures le choix de vie du producteur. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a été axé production, productivisme. Aujourd'hui, on parle du bien-être du client, mais il faut aussi parler du bien-être du producteur. Et je crois que l'avenir, il passe par là. J'ai eu l'occasion de rencontrer notamment M. Olivier Barbereau sur la commune de Méréville dans l'Essonne, en même temps d'ailleurs que représentant du parc régional du Gâtinais, où il y a une volonté très forte de redévelopper la production de cresson, certes inféodée à des territoires particuliers où il y a besoin d'eau, évidemment, mais à entendre cette personne, vraiment, il y a tout un boulevard pour des jeunes pour s'installer. Il y a énormément de demandes, en fait, qui n'est pas couverte. Une production, en plus, redécouverte justement par le consommateur. C'est terminé la mauvaise image du cresson avec l'histoire de la double du foie, etc., puisque les créciculteurs eux-mêmes ont élaboré un guide des bonnes pratiques concernant ces risques-là. Et franchement, il y a des jeunes qui s'installent, notamment dans l'Essonne, dans cette région du sud bassin parisien, et visiblement avec beaucoup d'efficacité, que ce soit au niveau confort de vie, temps de travail et valorisation auprès d'un commerce local. Oui, bonjour, je m'appelle Mélanie Loubou, je suis conseillère technique au bureau horticole à Angers. Je voulais juste, au vu de ce que j'ai entendu ce matin, exprimer deux inquiétudes. On voit bien qu'il existe effectivement des marchés de niche, des débouchés locaux, que la vente au détail a de l'avenir. Moi, je viens d'un bassin de production où les volumes produits sont tels que je ne pense pas qu'il y aura de la place pour tout le monde sur le marché de vente directe et de vente au détail. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de nos produits et que fait-on avec nos producteurs? Je partage tout à fait l'avis d'Hubert Breton sur la transmission. On constate aujourd'hui qu'on a quand même des outils vieillissants qui vont être pas forcément simples à transmettre. Et sur les débouchés marchés, on se pose également beaucoup de questions parce que quand on parle d'innovation aujourd'hui, le consommateur a un pétunia jaune, un peu plus jaune que celui de l'année précédente. Je crois que ça ne lui parle plus. Donc on va vers le vivrier, on voit bien aujourd'hui, mais comment convertir nos structures qui sont très spécialisées dans l'ornement vers peut-être d'autres productions plus vivrières et avec des débouchés plus importants. Voilà, c'est l'inquiétude du moment. Je rebondis sur ce que vous dites, c'est très vrai. On rencontre le même phénomène pour les petits fruits. Il y a beaucoup de gens qui plantent et c'est vrai que le marché risque de saturer et ça risque à moyen terme d'être un problème. Je vous ai parlé d'articulation que j'ai faite autour de la production, mais c'est vrai qu'il y a une extension dont je n'ai pas parlé, qui fait partie, qui est dans le prolongement et qui se situe plutôt dans la transformation.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, produire, ça ne suffit pas, il faut quelquefois aller un peu plus loin dans la transformation. Et c'est vrai qu'en France, on a l'habitude d'avoir des agriculteurs qui sont sur le modèle PAC et qui ont la volonté d'aller plus loin, mais qui ne savent pas forcément comment faire. Moi-même, aujourd'hui, j'ai investi dans un atelier de transformation pour faire des jus santé. Hein, on part de lait et on va vers l'alimentation fonctionnelle. Donc, on va accompagner le producteur dans l'étape de plantation et puis de production, mais également on va être en capacité de lui ouvrir des marchés qu'il ne pourrait pas accéder lui-même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sans appréhender ce marché, je ne pourrais pas vendre autant. Et demain, je sais que ça va être le gros problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se diversifier, qui ne savent pas forcément comment faire, qui n'ont pas la garantie de pouvoir vendre. Et quand on est sur des marchés saturés, si on n'offre pas cette possibilité, eh bien, on est un peu pied contre le mur. Et aujourd'hui, c'est l'émulation mondiale. Hein, tout le monde va là-dessus, de l'alimentation fonctionnelle. Je travaille aussi bien pour les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon. Tout le monde va vers ce schéma-là. Et c'est important de l'appréhender, de le comprendre. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut véritablement investir là-dessus dans des ateliers de transformation à l'état départemental, régional, de manière à faire émerger des solutions qui permettent à la filière de s'installer et d'aller plus loin. Quoi. Encore une fois, cette fameuse notion de réseau, travailler ensemble pour être plus grand, en fait, pour être plus gros et plus grand surtout. Vous voyez, on a de la société du du partage. Il ne faut vraiment pas hésiter à s'ouvrir au monde, à pousser des portes, à faire preuve de curiosité. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils parlent d'innovation, ont peur de parler. Mais aujourd'hui, le monde est complètement ouvert. Enfin, vous pouvez tout découvrir avec les outils de l'information qu'on a aujourd'hui. Pardon, c'est moi. Ça passe par des acheteurs qui l'essayent, c'est eux qui font la marge. Donc, il faut que l'entreprise horticole récupère la marge. Pour récupérer la marge, il faut que le monde horticole oublie un petit peu le passé, travaille différemment, crée des nouveaux réseaux, et on ne peut pas dire aujourd'hui on vendra sans les jardineries, c'est pas possible. Par contre, les jardineries, peut-être qu'on peut être présent avec eux différemment. Il faut simplement que chacun se distribue, que la marge reste un petit peu à tout le monde. Il est là le problème actuel. Mais ça passera aussi par, c'est ma conviction personnelle que si on arrive à se fédérer, c'est pas par le biais d'un syndicat ni quelque chose, c'est que toutes ces actions qui ont lieu dans différentes régions fassent en sorte que le monde horticole soit tiré vers le haut. C'est les paroles du dernier président de Valor qui est issu de la jardinerie, qui dit que de toute façon, si le végétal ne reste pas au centre de tout ça, on s'en sortira pas. Oui, bonjour, moi je suis responsable de production dans une pépinière fruitière de la Drôme. Et alors je suis interpellé sur Produire autrement par rapport aux premières intervenantes ce matin. Moi je trouve qu'il existe encore une place très importante sur les facteurs de production. La société a évolué, notre potentiel humain dans le travail a évolué, et l'innovation, pour moi, c'est aussi trouver des solutions pour faire demain ce que bientôt on ne sera plus capable de faire aujourd'hui. Si je veux prendre un exemple, lorsqu'on plantait des portes de nef il y a 10 ans, on les plantait à la main. Aujourd'hui, il faut trouver des machines parce qu'on n'est plus capable de les planter à la main dans les mêmes conditions. Donc, moi, je voudrais que ce soit aussi, que ne soit pas oublié le fait qu'il y a dans Produire autrement, produire, et produire, c'est aussi moderniser au quotidien les conditions de production. Alors, je crois que vous verrez tout ça cet après-midi, hein, puisque parmi les exposants et parmi les interventions que vous aurez cet après-midi, vous aurez la possibilité de rencontrer des exposants qui travaillent avec un certain nombre de nouveaux outils. Ce sera l'objet de la deuxième partie de l'après-midi. Dernière intervention peut-être, enfin, en tout cas une intervention, je ne dis pas une dernière, mais une intervention. Philippe Brivois, Discontinuous Clean Power. À cette époque, on parle de transition énergétique, l'innovation, ou plutôt le savoir-faire différenciateur. Ça peut être aussi la maîtrise des coûts pour produire autrement, la maîtrise des facteurs de production, comme disait monsieur, notamment de la
consommation d'énergie, notamment avec la biomasse, les chaudières polycombustibles. J'ai entendu M. Vigier il y a un instant parler de... Alors, est-ce que vous pouvez rapprocher le micro, s'il vous plaît, monsieur Riva? M. Vigier a parlé il y a quelques instants de son innovation dans ce nouveau marché dans les toitures végétalisées, mais il a aussi essayé le paillage de Miscanthus. Donc, Miscanthus, aussi, ça peut être d'autres matières végétales utilisables. Cet après-midi, il a exposé sur ce sujet. Oui, réduire les coûts, s'affranchir du problème environnemental, tout ça, ça fait partie effectivement aujourd'hui du quotidien du producteur, et je pense qu'effectivement, les jardiniers de la nature doivent être respectueux de leur environnement et montrer l'exemple. Et c'est vrai que tout ce qui concerne les problèmes eau, énergie, c'est ce qui m'a poussé moi au râteau de m'affranchir de tous ces problèmes en matière d'économie, on ne touche pas à la planète. Voilà. Et puis j'ai aussi entendu des choses où on essaie d'ouvrir les marchés un peu plus loin que les marchés français. J'ai entendu des stratégies internationales de certaines entreprises. Est-ce que c'est facile actuellement, quand on est horticulteur, d'aller vers l'international et comment on y va alors? Oui, donc l'international, comme je vous disais, 95% des nouveaux clients passent par Internet. Aujourd'hui, l'identité numérique, c'est quelque chose d'important si vous voulez percer un peu plus loin que les frontières. Donc toujours pareil, communiquer, partager. Faut pas avoir peur. Donc construire une identité numérique, c'est important si on est vraiment dans une stratégie de développement à l'international. Alors comment je suis arrivé sur l'international, c'est quelque part malgré moi. Je me suis fait recruter par une association pour le développement et l'accompagnement d'agriculteurs. Je travaille aussi bien pour des tiers qui sont des collectivités territoriales, mais aussi pour des gouvernements comme la Chine, par exemple, où on vient d'installer 300 hectares de myrtilles. Donc ça peut faire peur, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, on me demande de faire du process de transformation. Comme je vous parlais d'alimentation fonctionnelle, je vais être aussi bien missionné pour faire d'accompagnement des entreprises pour respecter le produit de A jusqu'à Z, faire des analyses à chaque étape de transformation pour développer des nouveaux produits qui ont des vocations alors soit médicales, quelquefois cosmétiques, et puis de manière plus générale alimentaire. Donc, les nuits, on se fait connaître, et puis c'est un peu le cercle vicieux en fait. Donc là, je vais y retourner pour faire des sélections de kiwai. Donc le kiwai, c'est un petit kiwi sans épaule, par exemple. Des petits fruits qui ne sont pas forcément connus. J'étais au Canada il y a 2 ans, missionné par une collectivité territoriale pour faire appréhender un peu les nouvelles variétés de petits fruits, comme les calories, certaines nouvelles variétés de cerises aussi. Donc voilà, c'est absolument passionnant, c'est quelque chose de très... il y a énormément de choses à dire, mais on va en reparler cet après-midi, je ne vais pas étaler davantage dessus. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous donne rendez-vous au lycée horticole. Merci, au revoir.